En ces temps où les chaînes de radio et parfois les journaux ou les revues réduisent les espaces consacrés à la présentation, à la discussion des recherches les plus récentes, il m'a semblé que ce très bel outil de transmission des savoirs, qu'est le site du Collège de France, pouvait ou devait assumer une telle tâche. Sous le titre Débat d'histoire, et pour le moment dans le cadre d'un HR, écrit et culture dans l'Europe moderne, ces échanges, qui seront construits à partir de publications récentes, pourront faire connaître des travaux qui non seulement enrichissent notre connaissance du ou des passés, mais qui aussi transforment nos manières de penser, d'écrire ou lire l'histoire. Il ne s'agira donc pas de cours ou de séminaires rendus accessibles à distance par leur enregistrement, comme vous avez peut-être l'habitude de les suivre sur ce site, mais de conversations entre chercheurs à propos de perspectives nouvelles, ouvertes par des recherches originales et audacieuses. Et c'est ainsi que chaque mois sera mis en ligne sur le site du Collège de France un nouveau débat d'histoire. Et pour commencer cette série, il m'a semblé que l'on pouvait mettre au centre de notre réflexion une conscience prise par les historiens en ces dernières années, celle de l'épuisement, des limites, des délimitations traditionnelles qu'ils employaient, définies à la fois comme celle de l'État-nation ou comme celle des monographies régionales, citadines, etc. D'autres découpages ont donc été proposés, d'autres perspectives, d'autres géographies, bien sûr celle de l'histoire comparée, déjà pratiquée par Marc Bloch, l'histoire des empires, l'histoire globale et son équivalent dans le monde anglo-américain de World History, et plus récemment, les histoires connectées. Ces histoires connectées s'attachent aux relations réciproques mais inégales nouées entre des économies, des sociétés, des pouvoirs, des civilisations. Ces objets de préférence sont les réseaux d'échange qui font circuler les marchandises, les métaux précieux, les migrations de populations, mais aussi d'idéologies ou de mythes, ou encore les expériences des hommes et des femmes qui ont franchi les frontières entre les langues, les religions, les cultures. Alors cette première conversation des débats d'histoire voudrait faire écho à cette manière d'approcher des rencontres très inégalement documentées par les archives, mais qu'il faut tenir à part égale. Et c'est pourquoi, après un premier livre qu'il a consacré à l'arrivée des Hollandais à Java, le titre que je viens de lui emprunter était « L'histoire à part égale », récit d'une rencontre Orient-Occident, 16e, 17e siècle, un livre qui a été publié par les éditions du Seuil en 2011. Notre premier invité, Romain Bertrand, s'est déplacé vers d'autres îles du Pacifique, dans le livre qu'il vient de publier, en ce cas les Philippines. Et il y suit, vous le verrez, vous l'entendrez, un destin exceptionnel, celui d'un jeune enfant sorcelé par des servantes indigènes et jugé sévèrement par le tribunal du gouverneur du lieu. Et à travers cette histoire, il développe un thème original, celui de la critique de la conquête à l'intérieur de la conquête elle-même. La discussion de son livre, ce livre intitulé « Le long remords de la conquête », Manille, Mexico, Madrid, l'affaire Diego de Ávila, 1577-1580, un livre publié lui aussi aux éditions du Seuil, cette année même. Ce livre-là, nous l'avons le présenté en compagnie de Patrick Boucheron, et parce qu'il paraît comme exemplaire de ce que serait une association entre une approche micro-historique, un procès, et d'autre part toute une série de constats sur ce qu'ont été les premières années de la conquête, ainsi montrant qu'une histoire connectée des espaces permet un regard nouveau, original, sur la colonisation espagnole. Alors au point de départ, comme je le disais, Romain Bertrand, vous avez un procès à Manille en 1577 et que vous avez rencontré dans deux archives différentes, dans deux copies différentes, celle du Conseil des Indes en Espagne et celle de l'Inquisition de Mexico dans l'Archivo General de la Nación. Et comment vous êtes arrivé sur ce procès ? Et pourquoi tout de suite il a, ou peut-être pas tout de suite, il a attiré votre attention ?
J'y suis arrivé dans le cours du processus de dépouillement d'une série institutionnelle qui m'intéressait particulièrement, par le fait tout simplement que je me trouvais à Mexico ces dernières années plusieurs mois par an, par suite d'invitations, et que j'y étais assez désœuvré. Et donc je me suis évidemment rué sur ce qui pouvait rattacher l'ancienne Nouvelle-Espagne au monde que je connais le mieux, le monde malais-musulman, l'Asie du sud-est insulaire, c'est-à-dire les Philippines, conquises, entre guillemets, depuis le Mexique, et qui sont restées sous la dépendance administrative, mais aussi bien religieuse, ecclésiastique, de la Nouvelle-Espagne. Ce qui fait que les procès d'inquisition tenus aux Philippines, pour la période qui m'occupe, entre 1577 et 1620, sont toujours conservés dans les registres du Ramo Inquisition, à l'Archivo General de la Nación, à Mexico. Donc je dépouillais cette série sur cette période qui m'intéressait parce qu'elle était précisément celle des débuts, des commencements de l'implantation en ordre dispersé des Espagnols aux Philippines. Ça concerne à peu près 70-72 procès, en excluant la question des solicitantes, qui est une question des prêtres sollicitants qui m'intéressait moins directement. Et j'ai croisé ce procès rapidement, puisqu'en fait il est le premier chronologiquement de la série. C'est le premier procès inquisitorial ou mené en droit inquisitorial. Oui, parce qu'il n'y avait pas d'inquisition. Exactement, il n'y a pas encore d'inquisition, il n'y a pas de justice de l'ordinaire ecclésial, puisqu'il n'y a pas encore non plus d'autorité épiscopale, l'évêché n'est pas encore créé. Il y a d'ailleurs tout un débat sur l'application des pouvoirs délégués aux ordres par la bulle de l'Omnimoda. Mais bref, nous sommes dans une situation où c'est le gouverneur des Philippines qui va instruire en droit inquisitorial, sous l'autorité directe du Saint-Office de Mexico, auquel il demandera confirmation de sentence, ce premier procès. Et de fait, je ne m'y suis pas d'abord arrêté. Je dépouillais, donc j'ai lu les 5-6 premiers folios. Évidemment, le fait que le principal accusé soit un enfant, et un enfant de 11 ans, alors même qu'à l'époque, le droit inquisitorial est assez formel et les jurisprudences sont solidement établies, qui veulent qu'un mineur de moins de 14 ou 16 ans ne puisse non seulement accuser, mais même s'accuser lui-même, donc avouer, a retenu mon attention, mais j'ai continué d'une certaine manière, j'ai progressé dans la série, et puis ça m'est resté dans un coin de la tête, j'y suis revenu, et je me suis rendu compte, alors tout d'abord que ce procès est le plus volumineux de tous ceux préservés à la René, puisqu'il fait quasiment 200 pages, 96 folios recto verso, ce qui est formidablement épais comme ensemble d'actes de procédure. Et deuxièmement, qu'il y avait matière sociale dans les actes de cette affaire, qui permettait de reconstituer ce qu'on connaît très très mal, c'est-à-dire tout simplement l'histoire de la manie espagnole des années 1570. Et là où finalement l'archive des Indes à Séville montrait ses limites, là où les dossiers conservés à Simancas ou à Madrid ne nous disaient pas tout, eh bien finalement ce procès, cette archive inquisitoriale nous en apprenait beaucoup. Alors voilà. vous y êtes Je suis revenu et il est devenu l'objet principal de cette magnifique analyse que nous allons suivre à partir d'une des catégories que vous employez dans votre livre, catégorie déjà utilisée pour des travaux sur l'Europe, celle de l'exceptionnel et du normal, ou de l'exceptionnel normal, une formule inventée par l'historien italien Eduardo Grendi. Parce que ce procès, tel que vous le dites maintenant, présente des traits anormaux, des traits d'exceptionnalité nombreux, et c'est à travers cette exceptionnalité qui, dans une seconde partie de notre conversation, on va vous montrer toute une série de phénomènes réguliers, normaux, répétés dans ces premiers temps de la conquête, soit avant les Philippines, soit aux Philippines et après. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel déjà dans ce procès? Vous avez cité une première chose, un enfant de 11 ans, alors que d'habitude ces enfants ou ces adolescents sont des témoins au mieux, mais ils ne peuvent pas être ni accusés ni accusateurs. Mais il y a beaucoup d'autres éléments qui vous ont surpris et qui sont eux aussi tout à fait exceptionnels. Oui, il y a tout d'abord, et l'exceptionnel évidemment ne surgit que comme discordance au sein d'une série, et au sein de cette série de procès de l'Inquisition, qui montre une diffusion et un usage relativement stabilisés de normes procédurales qui sont diffusées de façon institutionnelle à travers des textes, etc. Donc au sein de cet ensemble relativement stabilisé de procédures, eh bien, ce procès finalement accumule les erreurs de procédure, accumule les causes, alors non pas de nullité, puisqu'à proprement parler, il ne peut pas être fait appel de la décision d'un gouverneur du roi.
On peut demander à être exonéré par la grâce des conséquences punitives d'un procès, mais on ne peut pas faire appel. Mais si, en tout cas, il n'est pas question de nullité administrative du procès, il est bien question d'illégitimité, puisque le gouverneur, qui est pourtant un letrado, c'est-à-dire un juriste diplômé avec une longue carrière de juriste au service de la couronne, eh bien, multiplie ce qui peut être cause d'abord à révision du procès et puis surtout donc à rendre totalement illégitime son issue et le cas échéant ses attendus. Alors le fait que ce soit un enfant de 11 ans, et ça n'est pas du tout anodin puisque toute une série de procès en péninsule même sont des procès qui voient des juges inquisiteurs, dans l'exercice de leurs fonctions, refuser de mener plus avant des affaires précisément pour sorcellerie, parce que refusant de s'appuyer sur le témoignage des mineurs. Ce qui signe en fait quasiment, je simplifie, mais la fin de l'instruction purement inquisitoriale des affaires de sorcellerie et leur délégation pour traitement à la justice royale, c'est cette question de la minorité. Donc à l'époque, elle n'est pas anodine, elle est débattue, et ce débat est largement connu et répercuté. Parce que là, vous trouvez une deuxième, il faut dire aussi que le jeune Diego n'est pas le seul accusé, il y a aussi deux indiennes du lieu, Inès et Béatrice, et qui sont accusées, on va voir comment et pourquoi, de sorcellerie. Et vous dites là aussi, c'est quelque chose d'assez anormal, parce que dans l'Espagne, l'Inquisition espagnole du même temps, on a renoncé à considérer la sorcellerie comme un crime. Oui, tout à fait. Alors, il y a quelque chose qui tient là aussi au problème strictement juridique et judiciaire. Si le gouverneur agit dans le cadre du droit inquisitorial, il n'a pas le droit de poursuivre des naturels, des Indiens. L'Inquisition n'a pas autorité, et c'est une querelle de prérogatives permanente, sur les indigènes. C'est la justice de l'ordinaire ecclésial, qui en l'espèce est défaillante à Manille, qui normalement doit s'en occuper. S'il agit en droit inquisitorial, il ne peut pas faire cela. S'il agit sur mandat de la justice royale, alors l'affaire devrait prendre un autre tour complètement. Donc il y a cette hésitation entre les cadres procéduraux qui en dit déjà beaucoup par elle-même sur l'instabilité des espaces de pouvoir et des institutions dans cette Espagne des Philippines des premiers temps. Et puis il y a la sorcellerie. À la fin du XVIe siècle, rares sont... D'abord, l'Inquisition traite prioritairement des procès qui n'ont absolument rien à voir avec la sorcellerie. 40% des affaires inquisitoriales traitées en Nouvelle-Espagne ont trait à la question de l'observance publique de la morale chrétienne. Les affaires de bigamie, le blasphème, la question du rapport aléatoire ou flottant au sacrement, etc. C'est ça, l'ordinaire de l'Inquisition. Et la sorcellerie, en plus, pour dire les choses de façon crue, on y croit de moins en moins. Alors, on y croit de moins en moins, et en même temps, les juristes en font de plus en plus, précisément un moyen d'affermir l'emprise du pouvoir royal. C'est pour ça que quelqu'un comme Jean Bodin peut tout à fait écrire la démonomanie des sorciers dans le temps même où il défend la centralisation d'un certain nombre de prérogatives. Mais enfin, voilà, c'est déjà deux exceptionnalités ou de discordances qui méritent par elles-mêmes enquête. Alors, cette discordance, évidemment, la raison en est la déposition ou les dépositions successives du jeune Diego. Vous analysez en détail cette série de dépositions. Pour résumer, on peut dire que le premier temps est l'ensorcellement dont il a été victime de la part des deux femmes qui l'ont rendu fou, et qu'à partir de là, il a eu des visions, qui sont des visions sur les sorcières et les diables, qu'il revient à la raison, mais qu'il est malade, donc il meurt, mais dans sa mort, il va ressusciter un peu plus tard, et entre les deux moments, de la mort et le moment d'être ressuscité, il a de nouvelles visions. Alors, et qui sont des visions sur le purgatoire, l'enfer et le paradis. Je vais citer un passage du procès, et durant la dite période d'1h30, c'est-à-dire lorsqu'il est mort et dans cet autre espace, l'âme de ce confessant, c'est-à-dire Diego, s'en était allée au ciel où elle avait vu Dieu et tous les saints, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ, et depuis le ciel, elle avait vu l'enfer et les diables et les damnés, et elle avait vu aussi le purgatoire et les âmes qui y étaient, et le paradis terrestre et quantité de saints qui étaient là-bas, de corps et d'âme, en nombre prodigieux, supérieur au nombre de gens qui vivent en la terre de Mexico. Et elle avait vu encore de là-haut
le monde et les hommes qui y vivent, et la mer, et les arbres, et bien d'autres choses encore. Donc ça, c'est la vision la plus générale. Est-ce qu'elle aurait suffi à donner cet aspect exceptionnel, c'est-à-dire de poursuivre l'enfant? On a omis de dire qu'une autre anormalité était la condamnation à 10 ans de galère de cet enfant de 11 ans et l'accusation des sorcières. Est-ce que c'est cela l'essentiel? Non, précisément. La question de départ, en fait, est en elle-même politique, mais encore faut-il montrer en quoi elle est spécifiquement politique. Pourquoi, diable, sans mauvais jeu de mots, le gouverneur, c'est-à-dire le plus haut représentant du roi d'Espagne aux Philippines, décide-t-il de poursuivre un enfant, c'est-à-dire quelqu'un frappé d'une condition de minorité, en sachant que cela posera quantité de problèmes d'actes de procédure, des mois durant? Pourquoi diable le gouverneur Francisco de Sande s'acharne-t-il sur Diego de Ávila jusqu'à le condamner, vous venez de le rappeler, à 10 ans de galère, ce qui est une condamnation à mort? Les hommes les plus robustes tenaient rarement plus de 3 à 4 années sur les galères, alors soit dans l'espace caribéen, le long des côtes de Nouvelle-Espagne, soit même en Méditerranée orientale. Donc c'était l'équivalent d'une condamnation à mort. Alors pourquoi? Eh bien, si ce n'était que pour juger de ce que vous venez de citer, c'est-à-dire d'une espèce d'errance surnaturelle finalement assez banale, et qui déplie ou déploie un imaginaire catholique ibérique, alors qui pour le coup est du côté de l'absolue normalité, au sens de la banalité statistique, eh bien non, ça n'aurait pas suffi à ce que s'enclenche le temps sans pause du procès qui aboutit à la condamnation de Diego et des deux indiennes, Inès et Béatrice. Alors donc, il faut continuer à lire ensemble, grâce à vous, le procès, et de trouver la raison profonde qui vient sans doute d'un moment de déposition comme celui-ci. Le jour de la Saint-Benoît, les diables lui dirent qu'un ami du gouverneur de cette terre était là-bas, à leur côté, et comme il leur demandait de qui il était question, ils lui répondirent qu'il s'agissait d'un alcalde, c'est-à-dire un magistrat municipal, et ils ne le nommèrent point parce que les 10 diables ne peuvent nommer personne qui a nom de saint ainsi qu'ils le lui ont dit. Et ils lui dirent qu'ils attendaient d'un instant à l'autre la venue d'un gouverneur de cette terre et qu'ils avaient préparé à son intention une chaise et une chambre parce qu'ils ne respectaient ni les frères ni personne, et ils nommèrent des personnes, des femmes avec qui ils se comportaient de façon indécente, et ils racontaient bien d'autres choses encore, disant que c'était pour cela qu'ils l'avaient condamné. Et peu de temps après, un jour, dans la matinée, les mêmes diables lui apprirent qu'il tourmentait l'alcalde en lui jetant du feu et qu'il lui avait mis en main un bâton de fer incandescent. Alors, cette attente impatiente des diables pour le gouverneur Sande est pour vous la clé de cette dureté et de cette anormalité du procès. Oui, c'est là où on voit, ou en tout cas là pour le coup, on peut se permettre d'imaginer très probablement la stupéfaction, puis la rage du gouverneur, donc qui est le plus haut représentant de l'autorité de la couronne aux Philippines, dans une société gouailleuse, indisciplinée, et qui voit ou qui entend dire qu'un enfant, eh bien, tout simplement, annonce que l'âme la plus gorgée de péché de l'archipel, c'est celle précisément du gouverneur, c'est la sienne. Alors, il y a autre chose aussi, ça n'est pas seulement le rêve de l'enfant, ou la vision de l'enfant qui inquiète le gouverneur, c'est sa diffusion. C'est le fait que l'enfant est non seulement mort, qu'il a ressuscité, mais que sitôt ressuscité, il a fait récit de ses errances et de cette vision du gouverneur comme l'invité d'honneur des enfers, tout d'abord à l'oncle qu'il élevait, puis à son tuteur, qui sont deux religieux de l'ordre de Saint-Augustin, le seul ordre missionnaire présent aux Philippines à l'époque, et qui tient la dragée haute précisément, non seulement aux conquistadors, mais aussi aux colons et le cas échéant au gouverneur. Et l'un des frères a même fait plus que simplement écouter et accorder crédit à ce récit, il l'a couché par écrit. Et la rumeur, et c'est ce que dévoilent les actes du procès à travers la multiplication des témoignages, eh bien cette rumeur se répand comme une traînée de poudre dans les camps fortifiés des Espagnols, et aussi bien les capitaines que les grands affréteurs du galion, de la nao de China, que les simples petits encomenderos, eh bien commencent à la colporter d'un bout à l'autre de l'archipel, c'est-à-dire des rivages de Cébou jusqu'à l'intérieur de la forteresse de Manille. C'est cette rumeur, sa diffusion, et je crois aussi sa mise par écrit. Un dernier mot là pour ce procès, puis ensuite nous allons voir en quoi il est
révélateur de normalité. Vous pensez que le fait que les frères, les deux Augustins, qui sont l'un l'oncle et l'autre le tuteur de Diego, ont donné authenticité, ont donné force et donc inquiétude au gouverneur. À un moment donné, dernière citation qu'on pourra faire de ce procès, ce confessant, c'est-à-dire l'enfant, dit que le père, frère Alonso Gutiérrez, qui est le second, c'est-à-dire le tuteur, lui avait intimé l'ordre de ne rien dire de ce qu'il avait vu au ciel, parce qu'il ne savait pas comment en parler, et qu'il lui fallait attendre qu'il fût à ses côtés pour en parler, parce que lui ne saurait pas bien comment les dire, et que le dit frère Alonso en parlerait alors à sa place. Il dit que le père, frère Alonso Gutiérrez, lui avait dit « Ce dont tu sauras parler, dis-le, et ce dont tu ne sauras pas parler, moi, je le dirai. Aussi, ne dis rien si je ne suis pas à tes côtés. » Finalement, donc, c'est comme si la déposition de l'enfant était la déposition de poids plus grand encore du frère. Exactement, et malheureusement, l'enfant vend la mèche très tôt au gouverneur, peut-être en essayant de se sauver en invoquant l'autorité exégétique des réguliers, qui par ailleurs, un autre passage du procès le dit, ont consulté leurs livres, les livres saints, les Écritures, et ont trouvé que tout ce que l'enfant disait était au minimum plausible et très vraisemblablement exact. Et donc l'enfant, pour se défendre devant le gouverneur, d'emblée dit, eh bien voilà, les réguliers ont dit que tout ce que j'avais vu était vrai. Et là, évidemment, la rumeur prend une force de menace politique absolument formidable. Mais Patrick Beauchamp, est-ce qu'on peut dire que cette exceptionnalité multiple que l'on vient de voir, elle est aussi renforcée par le fait que tout cela se passe aux Philippines? Nous avons commencé par cela, mais qu'est-ce que c'est que les Philippines en 1577? Et est-ce que ça ajoute là quelque chose encore de marginal, d'exceptionnel à ce cas étudié par Romain Bertrand? Qu'est-ce que c'est que les Philippines en 1577? J'avoue d'abord humblement que je n'en savais pas grand-chose avant de lire Romain Bertrand, mais peu de gens, en vérité, peuvent se targuer de savoir vraiment ce qui s'y passait avant de lire le long remords de la conquête. Et c'est cela, je crois, aussi qui caractérise la démarche dans son ambiguïté même, que le terme d'exceptionnel normal désigne davantage qu'il ne résout, en fait. Parce que si la micro-histoire, et on voit très bien que d'une certaine manière, tout ce dont on a parlé jusque-là ne dépayse guère ni le moderniste, ni même le médiéviste que je suis autour de cette table. Je pense notamment à tous les travaux qui ont été faits, par exemple, autour des mystiques, autour de la vision des mystiques, le dossier Angèle de Foligno, par exemple, qui avait été constitué par Jacques Dallarin, et on voit bien que qui parle, c'est ça la question. Il y a une variété d'auteurs, etc. Donc on n'est pas dépaysé, au fond. Et c'est là où la question de l'exceptionnel normal peut évidemment trouver son efficience. Mais dans le cas de Grundy ou dans le cas de Ginsburg, il s'agit effectivement de trouver à inciser un épais passé qu'on connaît déjà très bien. Or là, je dirais, le tour de force de ce livre, c'est qu'il faut en même temps constituer l'exceptionnel et le normal. Parce que, de fait, une histoire de Manille au XVIe siècle, une histoire sociale de Manille au XVIe siècle, on voit bien, Romain Bertrand, que pour la constituer, vous devez aller directement aux archives. Et c'est ça le tour de force. Alors, je me permets juste de dire un mot de ma position ici autour de la table. Je ne vais pas surjouer, puisque vous parlez beaucoup de prise de rôle à la Erving Goffman, on en reparlera peut-être. Je ne vais pas surjouer la critique incandescente, inquisitoriale, de vous mettre à la question, parce qu'effectivement, je suis un peu embarqué dans votre histoire, puisque j'ai eu la chance et l'honneur d'être avec Séverine Nickel, un des éditeurs du livre. Donc voilà. Je voudrais dire quand même d'un mot mon admiration sincère, parce que vous l'avez dit, Roger, vous avez dit c'est son deuxième livre après l'histoire à parts égales. En fait, l'histoire à parts égales, c'était votre quatrième livre, mais son écho, mais sa portée, en fait d'une certaine manière un faux premier livre. Et donc celui-là, il risquait d'être embarrassé, comme est toujours embarrassé le deuxième livre d'un écrivain ou d'un historien. Et au fond, pour un
lecteur, et c'est une façon de vous répondre, une des manières de lire ce livre, la plus raisonnable, c'est de le lire de la première à la dernière page, mais on peut aussi avoir des idées plus baroques. À partir autour de la 315e page, il y a une note sur les archives qui complète un peu votre première question, Roger Chartier, c'est-à-dire effectivement comment vous avez fait. Et on voit que c'est un énorme travail quand même. Et ça, je trouve ça tout à fait intéressant du point de vue du projet qui est nôtre aujourd'hui de débat d'histoire. Comment on fait? Bon, le problème de l'histoire à parts égales, enfin pour vous, c'était son devenir slogan. C'est-à-dire que très vite, le titre même, et on s'en est emparé, et au fond, le risque, c'était de le bredouiller dans le deuxième livre, ou d'en faire soi-même un porte-étendard, ou d'ailleurs, justement, de le contrarier, parce qu'autant le titre était, d'une certaine manière, effectivement, comme une injonction, autant le sous-titre, récit d'une rencontre Orient-Occident. D'une certaine manière, le long roman de la conquête tente de le déconstruire. C'est pas une rencontre, c'est un contact. Il s'agit ni de l'Orient ni de l'Occident, etc. Donc voilà. Pour raconter cette histoire, il fallait aussi retrouver toute l'histoire de Manille au XVIe siècle. Et ça, c'est quand même un long et patient labeur historien. Et il faut aussi rappeler que, voilà, il fallait travailler et à l'exceptionnel et au normal. Et en cela, ça en fait un livre évidemment complexe. Alors, si vous voulez, on peut peut-être essayer de tester les aires de la normalité des trois grands phénomènes qui, à partir de la micro-analyse que vous avez faite du procès, qui sont mises en scène dans le livre. Parce que peut-être leur ère de normalité est différente. La première axe, c'est le gouverneur qui vous y amène, c'est de montrer que dans la fin du XVIe siècle, dans ce lieu particulier, les conflits sont très vifs entre ceux qui ont fait les conquêtes, et qui donc sont les soldados, les militaires, les vétérans, et d'autre part, ce qu'incarne ce gouverneur, c'est-à-dire des gens qui ont fait des études de droit, dans son cas Alcalá et Salamanque, et qui représentent des hommes nouveaux, qui sont des administrateurs. Et vous suivez ce fil-là. Alors on peut supposer que peut-être préalablement et ailleurs, il a déjà existé et qu'il va être comme pour la fin du XVIe siècle, une dominante dans tous les aires de la conquête espagnole. Alors sur quoi se noue ce conflit? On en a vu là le détail historique avec le procès, mais vous, comme le vient de le dire Patrick Boucheron, vous reconstituez à la fois la micro-histoire et son environnement, parce qu'il n'est pas connu d'emblée. Dans ce cas de Manille, sur quoi se porte l'affrontement entre Sandé et les vétérans, parce que c'est le lien avec ce que vous avez dit pour terminer dans l'analyse du procès. Sandé craint que cette vision terrible se répande, et se répande en particulier ou par le monde de ses ennemis. Alors, pourquoi sont-ils si opposés, ces administrateurs qui viennent d'Espagne, souvent comme le cas de Sandé, par un passage par la Nouvelle-Espagne, le Mexique, et puis ces vieux grognards alors de la Conquista? En fait, il faut aussi revenir sur une particularité du lieu, et en insistant sur cette notion de lieu. Et c'est en ça que la notion d'exceptionnel normal m'intéresse aussi, c'est qu'elle est liée à un ensemble de travaux, ceux d'Eduardo Grandi, qui est finalement une des traditions peut-être les moins connues en France, parce que les textes ont été moins traduits de la micro-histoire, mais qui attachait une importance toute particulière à la question spatiale, et qui essayait d'inventer les nouveaux outils ou les outils nouveaux pour une analyse spatiale des faits sociaux. Or, il se trouve que j'avais effectivement à reconstruire de briques et de broc, et en essayant de surmonter un certain nombre de lacunes, une histoire urbaine sociale de Manille tout à fait ordinaire, puisque nous ne savions même pas, ou nous savons d'ailleurs
toujours pas forcément exactement quelle était la taille de Manille, comment se nommaient ses rues, ses principaux édifices, etc. Voilà l'exceptionnel normal dans ce qu'il emporte aussi comme dialogue avec une tradition de la micro-histoire qui est finalement un peu minorée en France, alors qui reste très présente dans les quaderni storici, mais qui est un peu minorée ici et qui, moi, m'intéressait beaucoup. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est bien ça. Il s'agit de faire ce que j'appelle une ethnographie historique d'une situation de contact, mais non plus seulement à travers le fil des biographies, ce qui est devenu le paradigme de l'individu circulant à l'échelle impériale, mais en repeuplant ces trajectoires de lieux. Alors, de ce point de vue-là, j'en viens à vous répondre très directement. Cas de si particulier, Manille, en 1577, qui fait que ce conflit, qui pourrait être considéré comme une constante de la modalité même de l'expansion espagnole, un conflit qui a déjà eu lieu lorsque les premiers magistrats de la première audience de Mexico sont venus chercher querelle à Cortés, après évidemment non seulement la conquête de Mexico, mais le fait que Cortés s'était approprié des terres en nombre conséquent. Donc c'est un scénario qui se rejoue effectivement sur un mode ou avec une tonalité de virulence particulière, parce que Manille en 1577, c'est aussi d'une certaine façon la conquête qui n'aurait pas dû avoir lieu. Il y a 4 ans auparavant, en juillet 1573, un ensemble d'ordonnances extrêmement importantes qui sont prises à Bosque de Segovia, qui est une des retraites et des lieux d'études du roi d'Espagne. Et ces ordonnances des Bosque de Segovia disent dans un article, je vous livre la phrase brute, « Los descubrimientos no se den con título o nombre de conquistas, pues habiéndose de hacer con tanta paz y caridad ». À partir de maintenant, on ne dit plus le mot conquête pour les entreprises de découverte parce qu'elles doivent s'accomplir avec autant de paix et de charité que possible. Voilà la réponse à l'immense effet de diffusion de l'esprit et de la lettre de Salamanque, de la critique religieuse de la conquête, au cœur même des modalités. Et donc voilà. En 1573, le roi d'Espagne dit eh bien, il n'y a plus à proprement parler aujourd'hui de conquête. Et que se passe-t-il alors aux Philippines? On peut toujours arguer qu'au Mexique, ce qui continue à exister de bataille contre les Chichimecs dans le nord, etc. Finalement, bon, ça c'est un problème d'ennemis territoriaux, c'est un problème d'atteinte aux droits de la couronne qui existe déjà, etc. Mais enfin, la découverte aux Philippines a bien des airs, ma foi, de marche militaire. Et donc, d'une certaine façon, l'existence de ces ordonnances 4 ans avant le moment qui nous intéresse rend la justification par la première génération de conquistadors de ce qu'ils sont en train de faire encore plus difficile. Il se trouve de ce fait que c'est peut-être la dernière génération de conquistadors. Les conquistadors des Philippines sont probablement les derniers conquistadors au sens propre, exact et juridique de ce terme. Parce qu'il faut rappeler qu'ils sont arrivés en 1565 à Cebu oui. Et en 1571 à Manille. Oui. Donc c'est très récent par rapport au procès. C'est très récent, voilà. C'est très récent par rapport au texte que vous citez, et c'est très récent par les premières implantations. Exactement. Oui, c'est le terminus, qu'on est au bout du bout, c'est ça qu'il faut comprendre. Et on est au bout du monde, conquis pour partie, rêvé beaucoup plus largement, de la monarchie hispanique. C'est la deuxième phase d'expansion vers l'ouest, on l'oublie un peu, mais après le Mexique, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, il y a eu la grande aventure pacifique. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'on connaît très peu dans les faits l'histoire sociale et politique de Manille dans les années 1570 et 1580, mais Manille, la chinoise, Manille, la porte d'entrée des ordres et des lettrés vers cette espèce de temple rêvé de culture, de civilisation qui était la Chine de l'Empire Ming. Alors cette Manille, la chinoise-là, est redevenue un fantasme de l'historiographie de l'expansion espagnole. Donc ça m'amusait moi aussi de resituer Manille dans son environnement très local et dans la banalité de ses fonctionnements institutionnels pour aller un peu contre cette historiographie qui réplique un peu vite le rêve des lettrés. Donc voilà, Manille, pour ça devient un formidable lieu d'expérimentation historiographique, puisque comme l'a rappelé Patrick Boucheron, de fait, il faut d'un même mouvement constituer, on pourrait dire, l'archive positive, qui permet d'étayer, de contextualiser l'affaire, et en même temps, eh bien, cheminer pour la déconstruire. Alors dans ce cas-là, le conflit qui existe entre le gouverneur qui est comme emblématique de ses carrières d'administrateur, puisqu'il avait fait ses études de droit, il arrive à Mexico, il va à Manille, et il garde toujours cet intérêt pour son lignage et sa noblesse et ses possessions à Caceres, en Espagne. Donc c'est un type, pratiquement un type wébérien d'administrateur. Le conflit naît autour, vous dites, d'une différence d'éthique
est né aussi ou se concrétise dans des actes qui sont considérés comme des insultes ou comme des injures, et dont finalement l'enjeu le plus fondamental, vous l'avez dit en passant, encomenderos, il faut rappeler ce qu'est l'encomienda, c'est-à-dire qu'au premier conquistador, on avait attribué des territoires et des Indiens qu'ils pouvaient faire travailler. Il n'y avait pas de statut d'esclave, mais de travail forcé, en échange du fait que les encomenderos se chargeaient de leur christianisation. Et c'était là la condition qui redoublait finalement, sur le cas de l'encomienda, les bulles du pape sur la remise des nouveaux mondes au roi d'Espagne et de Portugal. Et tout ça, pour vous, fait le tissu de cette tension qui est derrière le procès. Et donc, à la fois, elle est très locale et particulière, mais en même temps, on est là face à un phénomène qui avait peut-être des modalités différentes liées au lieu, s'est répété dans la conquête. Oui, tout à fait. Alors, l'ultime spécificité de la progression espagnole aux Philippines, c'est que la conquête, entre guillemets, comme entreprise militaire relativement organisée et d'importance, commence, vous l'avez rappelé, en 1565 avec l'arrivée de l'armada de Miguel López de Legazpi, qui naît d'ailleurs comme un certain nombre de gens à qui la couronne accepte de confier ces entreprises, bien que ce soit eux qui la financent, généralement. Ce sont les capitaines des armadas qui arment sur leur propre denier les flottilles et qui ensuite en demandent remboursement à la couronne si la conquête aboutit. Et Miguel López de Legazpi, ça n'est pas un soldat, ça n'est pas un capitaine, c'est un scribe. C'est le greffier du gouvernement municipal de Mexico. Et donc cet homme, qui est vieux, son surnom c'est le Vieux, parce que lorsque Legazpi prend la tête de l'armada qui va en 1565 arriver à ses bouts, il est dans la soixantaine. Et donc le Vieux décède en 1572. Et le Vieux, Legazpi, nomme avant son décès son successeur, sans en référer à la couronne ni consulter le vice-roi de Nouvelle-Espagne. Et il nomme un homme qui, lui non plus, n'est pas un capitaine, et qui est même pire que cela, puisque c'est un homme qui n'a absolument aucune, ne serait-ce que petite lettre de noblesse, et qui s'appelle Guido de la Vesaris. Guido de la Vesaris, c'est un marchand, c'est l'héritier d'une riche famille de libraires imprimeurs génois établis à Séville. Et lorsque la couronne apprend cela, que d'abord Legazpi ne l'a pas consulté pour nommer son successeur, et qu'ensuite le successeur en question est à la fois un étranger, quand bien même il s'est établi depuis maintenant 2 générations dans les royaumes de Sa Majesté, que c'est un homme qui n'a ni lettre de noblesse, mais qui en plus a donné dans le petit commerce, eh bien la couronne dit non. Et la couronne dit il est temps de reprendre les choses en main, la récréation des conquistadors est finie, et elle envoie là-bas ce gouverneur, Francisco de Sande, alors qui est non pas l'archétype, mais un type d'homme de la conquête, au sens wébérien du terme, c'est-à-dire une sorte de trajectoire sociale dans laquelle se cristallisent des effets d'éthos, des ensembles de valeurs. Ce n'est pas un archétype au sens de Jean Ferré, une sorte d'archétype, c'est qu'il incarne un univers de valeurs liées à une trajectoire. Alors lui, c'est un juriste de la couronne, et c'est au sens propre l'homme du roi. Alors, ce qu'il incombe à un nouveau gouverneur magistrat nommé par la couronne lorsqu'il arrive dans un lieu où règne dans la gabegie la plus absolue les conquistadors, c'est, au sens propre d'époque, de prendre les comptes. Tomar las cuentas. Et la prise des comptes, ça veut dire concrètement vérifier, page après page, peso manquant après peso manquant, ce que les conquistadors estiment avoir déboursé au service de Sa Majesté et dont ils demandent remboursement à la couronne. Donc le conflit devient d'entrée de jeu économique, puisque Sande mène, alors c'est formidable d'ailleurs dans les archives, puisqu'on a les livres de comptes saisis par Sande et annotés par Sande qui refait les comptes dans la marge, et vraiment peso après peso, et il aboutit à une amende absolument faramineuse à laquelle il condamne tous les grands capitaines de la conquête qui règnent à Manille, 58 000 pesos d'or, et c'est évidemment le début d'un affrontement absolu. Mais je crois que ça va au-delà, et que de ce point de vue, l'intérêt et la valeur sont étroitement entremêlés, puisqu'on le voit bien dans les récits de conflits sociaux entre Sande et les capitaines. Il y a de la part de Sande la volonté de surjouer un ethos nobiliaire que par ailleurs il a du mal à garantir à son lignage. Donc c'est un petit noble, il appartient à une strate de la Hidalga qui est la plus instable, qui est la Hidalga des Ejecutorias, c'est-à-dire que sa famille a dû faire valoir en justice
ses droits à être considérés comme appartenant à la petite noblesse. Donc tout ça est très fragile, très instable. Et là-bas, au bout du monde, ce qui n'est pas acquis à la famille de Sandé à demeure à Caceres, en Extrémadure, Sandé va le surjouer. Et là, on voit il faut travailler là pour le coup sur le vocabulaire de l'injure sociale, mais c'est formidable. Il traite effectivement les capitaines de la conquête, qui sont quand même de sacrés gaillards et grognards, comme voilà, il les traite de, bon, c'est l'ordinaire, vous connaissez bien ça, Roger Chartier, des insultes à cette époque en Espagne, mais de pouilleux, faméliques, d'ivrognes, le cas échéant de juifs. Et évidemment, les capitaines ne peuvent pas lui en demander réparation, au sens du duel d'honneur, et ça crée une tension sociale dans une ville, Manille, qui compte à l'époque pas plus de 250 ou 300 habitants espagnols. À l'époque où le procès a lieu, 1576, Francisco de Sandé écrit « Il y a en tout et pour tout dans ces îles, voilà la réalité des Philippines espagnoles, 500 Espagnols ». Donc toute petite société, et où l'injure sociale va devenir l'une des armes du gouverneur contre... ils se donnent eux-mêmes le nom de premier de la conquête, de pionnier. Et vous citez d'ailleurs d'une plainte déposée, sur ce premier thème, on va conclure avec ce texte magnifique, qui est une plainte par certains des vétérans contre Sandé, en réciprocité des injures que vous venez de rappeler. Le gouverneur Sandé n'a cherché, quand il l'a pu, autre chose depuis son arrivée ici, qu'à diminuer le renom et l'honneur de ceux qui, dans cette armada, ont servi votre majesté, donc plainte adressée au roi, et poursuivant ce dessein du temps où il souhaitait entreprendre une expédition à Bornéo, il a pris l'étendard royal, au moyen duquel s'est gagnée cette île de Lussan, et d'autres encore, et il l'a défait pour en faire un petit drapeau ou un petit oriflamme, duquel il a fait usage sur la galère dans laquelle il s'en est allé, ce qui nous a tous grandement attristés, nous qui avions pris part à cette conquête, car nous avons compris qu'il avait fait cela afin de nous déprécier et de nous humilier. Je supplie votre majesté de lui ordonner d'honorer et de favoriser ceux qui, avec tant de courage et en versant leur sang, s'emploient à votre royal service, ainsi que de refaire cet étendard à ses propres frais. Donc c'est un double jeu, puisqu'à la fois il a insulté le roi d'une certaine manière avec l'étendard, et il a déprécié les conquistadors. Alors il y a un deuxième thème qu'on peut aborder le temps passant, c'est, on a évoqué tout à l'heure le fait que les frères Augustins étaient les porte-paroles, les traducteurs des visions de l'enfant, et vous touchez là le thème de la critique religieuse, et particulièrement des ordres missionnaires, franciscains, augustins, dominicains, de la critique menée contre les modalités de la conquête, sinon la conquête elle-même, si celle-ci est pensée comme christianisation universelle. Et en suivant cette analyse, je crois, c'est là, Patrick Bouchon, qu'on rencontre le titre du livre que vous avez rappelé aussi tout à l'heure, puisque ce que montrait Romain Bertrand, c'est que ces dénonciations, dont la forme la plus spectaculaire était la destruction des Indes de Las Casas, mais répétée, déployée dans de nombreux discours, de nombreux sermons, de nombreuses injonctions, il veut mesurer si ces condamnations ont eu un impact finalement. Et si ces dénonciations de l'encomienda, dénonciation des exactions sur les populations indiennes, dénonciation de la cupidité ou de l'immoralité, soit des capitaines, soit du gouverneur, là, pas de différence nécessairement, amènent à cette idée qu'il y a eu dans la conquête une critique et un remords. Et je me suis demandé si on peut sonder si profondément les cœurs et mesurer le remords. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est la grande question, et c'est la question d'ailleurs que porte l'écriture même du livre, dont on peut dire un mot, parce que si vous pouvez citer tant de textes, c'est parce que le livre lui-même en cite beaucoup et en traduit d'une certaine manière, et je pense qu'il y a une sorte de politique de la traduction qui consiste à véritablement faire parler les acteurs, mais en ne les rabattant pas sur des individualités. Voilà. C'est pourquoi il est si important, effectivement, pour baisser la casse de la conquête, je dirais. Donc, c'est ça votre idée. C'est, d'une certaine manière, les mondes de la conquête, les mettre au pluriel, c'est en rabattre de la majesté, d'une grandeur impériale, etc. Donc, on a plusieurs mondes. Je pense que celui qui vous a donné le plus de mal dans la description, mais le plus, et qui est, en fait, de ce fait, le plus réussi, c'est justement le monde des frères.
mais aussi parce que vous êtes en empathie avec, et du fait de la question des remords. Alors, vous l'avez dit, de fait, il y a cette question, ces mondes créent des types d'hommes, et moi j'avais résisté stylistiquement à cette idée, mais enfin, de fait, elle fonctionne. C'est le gouverneur avec un G majuscule, c'est l'enfant, c'est le frère, c'est le conquistador qui parle. Donc là, il y a des rôles. Et le rôle d'un frère, Augustin, c'est au fond, c'est de se repentir. Donc ce sont des professionnels du remords. Donc c'est pour ça que je dis que d'une certaine manière, ce monde, il vous est si loin, si proche, si loin parce que ça vous a demandé beaucoup de travail, bien sûr, et si proche parce que c'est lui qui porte cette question, mais qui est votre question. La question, effectivement, du remords. Et de fait, qui parle ? À la toute fin, la conclusion, vous citez Éluard, comprenne qui voudra, moi, mon remords, ce fut la malheureuse qui resta sur le pavé, etc. Oui, je ne peux pas faire autre chose que redoubler la question de Roger Chartier. Ce remords, je ne dis pas que vous l'exagérez. Je me demande si l'exprimant, vous n'êtes pas, citant Éluard, en train de verser dans une autre poétique de l'histoire, qui n'est pas exactement la poétique retenue que vous professez, puisque vous dites qu'il faut avoir un style retenu, c'est-à-dire une sorte de lyrisme qui viendrait se résoudre dans l'exactitude documentaire. Mais quand vous parlez de remords, là, la langue craque. Donc, qui a vraiment ce remords ? C'est cette question. Bon. Aucun remords sur le titre ? Non, pas encore. On verra au terme de nos échanges. Alors pourquoi ? Non, mais revenons aux choses sérieuses. Là, pourquoi vous avez mis l'ensemble du livre sous cette catégorie qui finalement apparaît peu et même discutée par vous dans l'analyse ? Parce qu'il, probablement, c'est comme ça souvent, en tout cas pour moi, que les titres s'imposent, il capturait quelque chose d'important dans le projet d'enquête et d'écriture que je ne m'explique forcément pas complètement. Mais il capture au moins trois choses. Il capture une référence au livre écrit par deux collègues politistes et qui s'appelait « Le long remords du pouvoir » et qui concernait l'arrivée des socialistes au gouvernement de la France et qui montrait que sitôt le pouvoir pris, eh bien, ma foi, la question morale rattrapait les uns et les autres, l'austérité faisait trembler l'assise idéologique, etc. Ces situations très contemporaines trouvaient un écho dans ce que la conquête d'entrée de jeu, c'est le deuxième élément que capture ou essaye de capturer le titre, dans le fait que cette conquête espagnole a une particularité pour moi, que n'aperçoivent peut-être pas totalement les hispanistes, mais que quelqu'un qui a travaillé sur les archives des nations protestantes, et particulièrement des Pays-Bas se lançant à l'assaut de l'Indonésie, sans d'entrée de jeu, c'est que cette conquête a d'entrée de jeu sécrété son propre discours critique. Il n'a pas fallu attendre la diffusion par les protestants des Flandres de la brève destruction des Indes et l'invention de la légende noire protestante de l'Espagne pour que la critique s'enclenche. Elle est présente dès le moment où se déciment les Indiens Caraïbes. Et Bartolomé de las Casas, dans la brève relation précisément, débute la critique de la conquête alors même que débute la conquête et qu'il en est par ailleurs aussi partie prenante. Et là, il y a tout de même pour moi, c'est peut-être l'étrangeté que je découvre au pays des hispanistes venant d'ailleurs, une tonalité de l'archive qui exprime une sorte de pli ou de plissure morale, pour moi très spécifique. C'est-à-dire que cette archive, qui est une archive extrêmement documentée de l'exaction des conquistadors, qui en tirent gloire lorsqu'ils écrivent au roi pour en demander récompense, eh bien, elle est en permanence prise dans un discours qui la dénonce, qui est un discours qui va bien au-delà de la quête de remords, qui est l'activité professionnelle des frères, de fait, mais qui va jusqu'au cœur, en fait, on le voit dans un certain nombre de lettres de conquistadors, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire sans ce discours qui pèse sur eux. Donc la question de savoir si en leur fort intime ils éprouvent ou non ce remords, n'a rien à voir avec le fait que cette thématique topique, rhétorique du remords est devenue à ce point prégnante que pour jouer le rôle que l'on attend qu'ils jouent et qu'ils ont envie de jouer jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusque sur leur lit de mort, ils doivent s'y plier ou composer avec. Donc voilà la deuxième thématique qu'essaye de capturer le livre. Et puis oui, il y a un dernier niveau
ou jeu, qui est la question alors, de ce que je fais moi de ce remords. Mais chez Éluard, c'est plus compliqué. Vous savez que Éluard, évidemment, cite ce poème au moment... le président Pompidou va citer ce poème, voilà, vous connaissez l'affaire. Ce qui veut dire, en gros, c'est moi, c'est un moi assez, d'ailleurs, imaginaire. Je n'ai même pas parlé à la première personne, et je ne le fais pas, d'ailleurs, dans ce livre, mais devons-nous, ou pas, aujourd'hui, faire quelque chose de cela, de cette plissure morale qui a accompagné la conquête? Devons-nous, pouvons-nous, sous quelles modalités, nous sentir aujourd'hui ni responsables ni coupables, mais peut-être légataires de ce qui a, et ça c'est ma tristesse d'historien de l'Asie du Sud-Est, conduit à la destruction d'un monde. La destruction d'un monde. Parce que le silence immense qui entoure le monde des deux indiennes, et tout particulièrement pour quelqu'un qui vient de Java et où on connaît mieux les choses, quelque chose qui afflige au bas mot. Alors il y a tout cela, finalement, dans ce titre. Et je ne tranche pas entre ce qui est de l'ordre de la topique traitée à travers la documentation, ce qui est de l'ordre de la référence à des situations plus générales d'exercice moralement contrarié du pouvoir, et ce qui peut être de l'ordre de ce que nous faisons aujourd'hui de ce passé-là. Parce qu'après tout, ce passé-là ne préexiste pas à l'historien qui l'écrit, qui l'exprime, mais il lui faut aussi le situer dans une gamme d'enjeux, qu'il le veuille ou pas. Alors, dernier thème que vous venez de suggérer, le silence des deux accusés, que nous n'avons pas jusqu'à maintenant suivi avec la même attention que les dépositions de Diego et des discours des frères. Ces deux indiennes, Inès et Béatrice, silence, mais elles parlent beaucoup dans votre livre. Donc, c'est un silence peut-être par rapport à ce qu'elles auraient pu dire si elles avaient en toute liberté déclaré quelque chose. Et le discours que vous recueillez d'elles est un discours sous la pire des contraintes, sous la torture. Et l'analyse de ce discours, très proliférant et bavard, est pour vous en fait la désignation d'un silence. Oui. Dans la mesure où il n'y a pas d'autonomie de cette parole par rapport à ce qu'en font non pas les inquisiteurs, mais dans une procédure inquisitoriale, le gouverneur agissant. Alors comment on peut tenir cette relation entre un silence qu'il faut imaginer et dont on pourrait imaginer un contenu, et puis d'autre part l'analyse du texte que vous citez, c'est-à-dire quelque chose qui est complexe, mais où on retrouverait un cadre bien connu pour les historiens de l'époque moderne, c'est-à-dire la démonologie. Elles ont vu le diable, elles ont passé un pacte avec lui, ils se sont accouplés avec des démons. Mais entre ces deux, la théorie démonologique et le silence de leurs secrets, il y a quelque chose que vous analysez dans le discours et qui n'est pas réductible à la démonologie. Alors c'est là où la complexité de ce rapport, c'est là où on touche la partie du livre qui est la plus directement liée à une situation de contact. Parce que pour maintenant, on a parlé des contacts entre les soldados et les letrados, on a parlé des contacts entre les conquistadors, repentants ou non, et les frères. Mais là, vous touchez le cœur de ce que pour vous est cette approche anthropologique ou ethnologique à la fois impossible et nécessaire. Oui, et il y a alors évidemment la particularité terrible de la situation de contrainte où l'on extorque des aveux sous la torture. Ces deux jeunes femmes sont attachées à un chevalet et le garrot ruine les chairs à fur et à mesure que le gouverneur pose les questions. Alors, l'intérêt aussi de ces situations d'absolue dissymétrie de pouvoir, c'est qu'en général, les sociologues nous disent que c'est là où cesse la possibilité de la description sociologique. Voilà pourquoi on ne peut pas la pousser plus avant de la façon dont on la pousse avant lorsqu'on étudie les interactions entre letrados et soldados. C'est-à-dire, Goffman le rappelait avant Foucault, qu'il a beaucoup dit, mais là où la violence pure commence, d'une certaine manière, le pouvoir disparaît, et donc l'analyse sociologique du pouvoir, eh bien, ma foi, ne fonctionne plus. Donc on a déjà une question d'outils qui se pose. Il y a le fait aussi que ces femmes ont beaucoup parlé, mais qu'elles ont été immédiatement traduites. Elles ne parlaient pas le castillan. Le statut des interprètes qui ont officié durant ces séances reste extrêmement ambigu, et donc elles ont beaucoup parlé, mais pour finir, ce sont les mots de l'Espagne qui règnent sur leur histoire.
Alors, ce silence, c'est-à-dire le silence d'une parole autonome, exprimée dans des parlers locaux, vernaculaires ou véhiculaires, cette parole qui est à proprement parler une parole perdue, ou plutôt qui n'a jamais pu exister. Ce silence, en tout cas, il ne faut pas essayer de le combler ou de le peupler de façon artificielle. Il faut avant tout chercher à le mesurer, à le circonscrire dans l'espace même du texte qu'il institue. Et entre le silence absolu, qui serait aussi la déploration de l'analyste, et la prolifération de la parole démonologique, qui impose, qui classe, etc., eh bien, il y a tout de même, chemin faisant, de petits indices qui sont précisément des embarras de traduction. Là où surgissent quelques mots, quelques notions, en tagalog, en bicol, dans les langues de ces deux jeunes femmes, qui résistent à la traduction, et c'est la raison même pour laquelle on trouve ces mots tels quels dans le texte. Et à partir de ces indices infimes, il faut commencer à travailler. Et nous trouvons dans cette voie deux secours qui sont malheureusement trop souvent négligés par l'histoire coloniale classique. Le premier, c'est celui de l'archéologie. L'archéologie qui nous apprend des choses importantes sur le monde de ces Indiennes de Cébou et des Philippines en général avant l'arrivée des Espagnols, c'est-à-dire lorsque l'Espagne n'est pas même une possibilité de leur futur, et gardons ces futurs encore au pluriel, eh bien ces Philippines-là, l'archéologie nous apprend que dès le XIVe siècle au bas mot, elles sont puissamment reliées à la Chine impériale. L'archéologie nous apprend que nous avons affaire à des cités, États, côtières, beaucoup plus importantes que ce qu'on en a dit pendant longtemps, etc. Donc il faut faire feu de tout bois, et en tout cas du bois des résultats de la recherche archéologique. Avec l'anthropologie, il faut faire autrement. Il ne faut pas utiliser les résultats de la recherche anthropologique, puisque ce serait verser dans le piège de l'ethnohistoire. Utiliser des enquêtes des années 1970 à Cébou pour reconstituer les tenants et les aboutissants d'un monde 4 siècles auparavant, c'est pour moi, en tout cas, une folie. C'est en soi, pour moi, une folie. Alors, il faut faire avec le questionnaire de l'anthropologie. Et pour une raison simple, alors un questionnaire actualisé, et en l'espèce, les travaux de Philippe Descola m'ont offert une possibilité, faire avec le questionnaire de l'anthropologie. Pourquoi ? Parce que le questionnaire de l'anthropologie et les catégories que l'anthropologie met sur le métier nous aident précisément à sortir du langage démonologique. Si ce n'est pas sorcellerie que ces savoirs thérapeutiques, curatifs, qu'utilisent ces deux indiennes, alors qu'est-ce que c'est ? Et on est bien en peine de trouver des mots pour requalifier ces pratiques qui échappent complètement à cette tradition démonologique, chrétienne, catholique, dont nous sommes aussi pour partie les légataires. Eh bien, l'anthropologie nous donne d'autres mots. Et par exemple, Philippe Descola m'offre, enfin il m'offre, je lui emprunte et j'espère qu'il ne s'en offusquera pas et surtout qu'il agréera la façon dont j'utilise cette notion. Il m'offre cette notion d'analogisme qui est une autre manière pour moi de pouvoir dire ce qui émerge par indice dans le corps du texte. Donc deux compagnonnages avec l'archéologie et avec l'anthropologie, mais à repenser et à pratiquer aussi avec prudence. Patrick Boucheron. Oui, et là on est vraiment au bout du livre, justement, puisque cette question de l'analogie, telle que Philippe Descola la propose comme structure ontologique, en fait, fondamentale, elle est à l'horizon de votre compréhension qui se trouve, qui est très critique, on l'a entendu avec l'ethnohistoire, de manière assez incisive, on pourrait en discuter, mais là on n'a plus le temps. Une certaine ethnohistoire. Oui, j'ai compris. Mais, oui, la pire, mais en même temps... agressive. Agressive, oui, mais en même temps, connaître... Parce que vous connaissez aussi par ailleurs, en tant que... vous connaissez le terrain et vous savez ce que c'est aussi que les phénomènes d'envoûtement, de sorcellerie dans le monde indonésien contemporain. On ne peut pas dire que ça ne vous aide pas non plus à écrire ce livre. Donc, il y a là une forme de... Enfin, on pourrait discuter. Mais je voudrais dire un mot, juste un mot pour... oui, deux choses menacent le monde, c'est la prolifération des discours et c'est le silence. Un grand thème foucaldien, vous l'aviez repris dans votre leçon inaugurale, Roger Chartier, c'est un corpus qui, allez savoir pourquoi, m'intéresse, j'en lis quelques-unes en ce moment. Donc, la prolifération des discours et trouver au fond cet horizon de silence dans ce discours profus. Je trouve que là on est au cœur de votre projet, de la poétique du livre, de sa proposition méthodologique, et on retourne au début au fond, parce que comment faire une histoire à parts égales malgré tout,
dans un cas si évidemment asymétrique sur le plan documentaire. Voilà. C'est la poursuite. En cela, c'est le deuxième livre. Le premier avait quand même, il faut le dire, pour nous, profanes, valeur de découverte d'un monde littéraire. On le savait, mais on avait un des succès de l'histoire à parts égales, c'est quand même d'avoir montré combien, de fait, on pouvait lire tant de textes malais, indonésiens, etc., et qu'on pouvait effectivement trouver des ressources documentaires symétriques. Mais là, c'est pas le cas. Là, effectivement, on est, ça que l'auditeur doit bien comprendre, au cœur même d'un monde densément documenté par l'écrit, dans un creux. Hein, c'est bien ça, c'est une sorte de centre vide. Enfin, c'est pas le centre d'ailleurs, mais enfin de bord vide d'un monde plein, du point de vue lettré, puisque pas de texte. Pas de texte. Et donc, d'une certaine manière, c'est là où je trouve que le texte, votre livre est réconfortant pour tous ceux que l'histoire à parts égales avait culpabilisés. C'est-à-dire, oui, mais d'accord, mais sauf que moi, je ne peux pas faire ça parce que les sources ne me le permettent pas. C'est une sorte de réponse bienveillante à ce remords que vous aviez suscité chez les lecteurs. C'est de dire, mais avec un peu de tact et de précaution, parce que c'est un livre précautionneux en fait, on peut malgré tout tenter une histoire à parts égales d'un grand silence. Alors peut-être exagérez-vous ce silence, vous ne seriez pas le seul, effectivement pour des raisons poétiques à exagérer le silence que circonscrit l'historien, mais en même temps c'est à mon avis un ressort puissant de connaissance et d'écriture d'histoire. Oui, je ne pense pas que je l'exagère, puisqu'il a été pour moi, lorsque je l'ai découvert, une stupéfaction. C'est-à-dire que les Philippines appartiennent, en tout cas certains de leurs segments côtiers, au monde malais musulman, que je connais par ailleurs beaucoup mieux, et qui est un monde densément textuel. Raison d'ailleurs pour laquelle les Philippines sont le parent pauvre des études de l'Asie du Sud-Est, par rapport à ces sociétés peuplées d'écrits dès le XIVe siècle, que sont Java, Aceh, etc. Alors quand moi je suis arrivé aux Philippines, j'ai été surpris de ce que nous ne disposions d'aucun écrit autonome en langue locale avant les années 1610-1620. Oui, ça c'est un fait, vous l'exagérez pas. Je parlais juste de la part de silence dans le discours des Indiennes. C'est cela que peut-être, en tout cas, vous mais la leçon, dessus. en tout cas, ou la leçon pour moi, c'est effectivement cela, c'est que en gardant le même principe de départ que l'histoire à parts égales, c'est-à-dire rechercher l'équité ou la symétrie et non pas le plat équilibre en volume des documentations. Eh bien, si la balance n'est plus dans la main de l'Europe, alors le trop-plein de mots de l'Espagne, la prolifération de l'archive religieuse, civile, etc., ne pèse pas plus lourd que le silence philippin. Donc c'est là, c'est dans le traitement équitable, vous l'avez dit, d'un trop-plein et d'un vide, que s'institue la possibilité de la symétrie. Ce qui veut dire renoncer à faire parler, évidemment, ceux qui n'ont pas parlé, mais ce qui veut dire aller un peu au-delà, c'est-à-dire redonner d'une certaine manière épaisseur à ce silence dans une entreprise qui, effectivement, cherche à donner en tout cas la voix à tous, et même à ceux qui se sont tus ou qu'on a fait taire. Ça peut paraître un peu poétique ou rhétorique dit tel quel, mais c'est un principe d'écriture et qui amène à être effectivement très délicat dans le traitement. On aurait pu d'une certaine manière faire dire beaucoup de choses à ces deux Indiennes. Alors pour le coup, en usant des roueries de l'ethno-histoire, mais ça ne m'intéressait pas. Et c'est là où peut-être le projet se sépare aussi de ce qui intéressait finalement autant un certain nombre d'auteurs dans la mise à jour de la grammaire démonologique du questionnaire. C'est-à-dire que chez Carlo Ginzburg, il y a tout de même la volonté, en tout cas dans les premiers travaux, de documenter à travers ce qui résiste à la prise de la parole de l'inquisiteur, un monde populaire, paysan, relativement de croyances et de pratiques relativement structurées et autonomes. Moi, d'une certaine manière, j'ai d'entrée de jeu, parce que la situation est très différente, fait mon deuil de ça. Et j'essaye de faire après ce deuil. Enfin. Bon, merci Robert Martin. Je rappelle donc que notre conversation a été alimentée avec passion par votre livre, Le long remords de la conquête, un livre qui vient d'être publié aux éditions du Seuil et que nous avons présenté en compagnie de Patrick Boucheron. Et je donne rendez-vous à nos auditeurs de ces podcasts pour un prochain débat d'histoire, sans doute dans un mois. Merci.